bonsoir. C'est assurément le plus grand rendez-vous international que Conakry ait jamais accueilli depuis l'avènement de la Troisième République. Plus de 800 délégués des 57 pays membres de l'OCI sont en Guinée pour un sommet. Le président de la République a accueilli certains ce dimanche. Quand les citoyens sont inquiets, les travaux de la voirie urbaine réalisés très récemment ne rassurent pas. Plusieurs points de dégradation ont été constatés. Assure également les premières activités de Amnesty Guinée en prélude à la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. L'institution vient de lancer un marathon à la faveur des personnes dont les droits sont bafoués. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, le sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a pris fin hier samedi. Le président français promet de redynamiser les relations entre l'Afrique et la France. Parmi les points débattus, la question de l'environnement, alors que la Guinée a déjà pris les devants avec la création de gardes forestiers. Sanassi Keita. Les risques de changement climatique et la sécurité étaient aussi au centre des discussions de ce sommet de l'Elysée. Le président français est résolument déterminé à soutenir l'Afrique dans ce sens. Vous voyez les risques du changement climatique, la désertification qui progresse, la déforestation, le manque d'eau, les risques pour la biodiversité. J'évoquais la disparition des espèces protégées. Il y a urgence pour l'environnement et aussi pour la sécurité. La France, là encore, a considéré qu'une partie de son aide devait être affectée aux objectifs de développement durable. 1 milliard d'euros par an seront dédiés par l'Agence française du développement à ces projets. Cette vision du président François Hollande cadre parfaitement avec celle du professeur Alpha Condé. Monsieur le président de la République a voulu bien mettre en place, n'est-ce pas, le corps des gardes forestiers et des conservateurs de la nature pour pouvoir lutter contre la coupe abusive de bois qui nous conduit tout droit, n'est-ce pas, vers une catastrophe naturelle. La participation de la Guinée à ces sommets de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique inspire bien le ministre conseiller à la présidence de la République chargé de la réforme du secteur de sécurité. Autour de ce sommet, nous allons prendre des initiatives dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité pour mettre en application les directives issues de ce sommet, les projets identifiés par ce sommet et les nouvelles initiatives prises par ce sommet. Le président de la République et sa délégation rendent ainsi satisfaits des principales décisions prises pendant ces 2 jours consacrés à la paix et à la sécurité en Afrique, ici à Paris. Des décisions telles que le décaissement par la France d'une enveloppe de 20 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années en dons et en prêts au développement de l'Afrique. En Guinée, l'actualité reste dominée par l'ouverture demain lundi des travaux du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Tous ceux qui doivent prendre part à cette 40e session sont déjà à Conakry. Beaucoup d'entre eux ont été reçus en audience ce dimanche par le chef de l'État. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré, Abdoulaye Wade Sissé. C'est le secrétaire général entrant de l'OCI, Organisation pour la coopération islamique saoudien de nationalité, Dr Iyad Madani, a échangé avec le président Alpha Condé sur la volonté commune des 56 pays membres de l'OCI de conférer à la 40e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères qui se tient à Conakry du lundi 9 au mercredi 11 décembre 2013 un grand succès. L'Organisation de la coopération islamique, parmi les premières institutions qui appellent à la paix, à l'entraide sociale, à la coopération entre tous les États membres de l'OCI et les États du monde. Et cette conférence va justement dans cette dynamique. Avec le président du groupe de la Banque islamique, BID, les échanges ont porté sur la volonté de faire de l'Organisation pour la coopération islamique OCI un véritable instrument de développement et d'intégration. J'ai réitéré à cette occasion ce que j'avais annoncé à Abu Dhabi, à savoir que la Banque islamique de développement s'engage à lancer des projets pour un montant qui ne sera pas inférieur à 300 millions de dollars au cours des 3 prochaines années, donc de projets en Guinée.
j'ai proposé à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qu'un groupe de travail conjoint soit établi pour mettre au point un programme de projet qui dépasse les 300 millions de dollars et que ce groupe de travail puisse s'inspirer des hautes directives de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour que ce programme soit mis en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité. Promouvoir le développement par le biais des investissements, c'est de cela il s'est agi entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères du Liban. Je lui ai remis une lettre, un message de la part du président de la République libanaise, le général Michel Sleiman. Et le saluer aussi, le féliciter pour la conférence qui aura lieu dans cette capitale et dans ce pays frère et ami au Liban. Vous savez très bien que les relations entre le Liban et la Guinée remontent à des décennies. Notre première vague d'émigration libanaise a commencé en 1882. Elle était parmi les plus anciennes communautés étrangères en Guinée. Alors j'ai eu l'occasion de parler avec Monsieur le Président en vue de renforcer et de développer les relations bilatérales entre le Liban et la Guinée à tous les niveaux et dans tous les domaines, le domaine politique, économique et commercial. Faut-il rappeler, le thème de la 40e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est dialogue des civilisations, facteurs de paix et de développement. D'autres arrivées ce soir, tous les invités finalement sont à Conakry, je vous le disais tout à l'heure. Notre reporter Mahmoud Bari rentre de l'aéroport, voici son compte rendu. À quelques heures de l'ouverture de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, le ministre d'État aux Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger continue d'accueillir les délégations de la Oumma au compte de ce rendez-vous islamique. Déjà, plusieurs dizaines de délégations des pays membres se trouvent dans la capitale guinéenne. Cette session des ministres des Affaires étrangères de l'OCI va se pencher sur les différentes préoccupations des pays membres, avec pour thème dialogue des civilisations, facteurs de paix et de développement durable. Les membres des délégations présents à Conakry fondent un espoir sur l'avenir de l'organisation. Félicitations pour avoir été hôte de l'OCI. Je crois que cette réunion est très succès, j'espère. Par ailleurs, les thématiques de cette 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de Conakry va consolider la solidarité islamique entre les États membres, renforcer la coopération entre les États, surtout dans les domaines économiques, culturels et scientifiques, tout en favorisant le partenariat entre les pays de la Oumma. Avec les différentes crises qui secouent certains pays membres de l'OCI, la 40e session sera l'occasion de créer une atmosphère propre à promouvoir la coopération et la compréhension entre les États membres. Tout un challenge pour les autorités de la Troisième République. Plus de 800 délégués des 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique prennent part à ce sommet de Conakry. Il y a donc une question d'hébergement. Le Premier ministre guinéen a fait le tour des hôtels retenus. Adi Kamara. À travers le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, dès l'annonce de la tenue de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique ici à Conakry a ciblé un certain nombre d'hôtels de la place. Il s'agit notamment du Nouveau Hôtel, du Palm Camayen, Mariador Palace, Riviera et le Rocher.
À cet effet, une mission gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a été dépêchée pour apprécier la qualité des services, l'accueil, la propriété et l'offre d'hébergement. On a pris les décisions, on a essayé de rénover nos chambres, de mettre le top niveau. On a réservé environ 100 chambres pour la délégation qui arrive. On a aussi motivé le personnel sur le service. Donc tous nos différents départements sont concernés, sont motivés. Et nous pensons réserver un accueil digne de l'hospitalité du pays. On a essayé toujours de garantir la qualité du service, la qualité de les installations. Donc on a vérifié pour garantir surtout la qualité, la sécurité au niveau de l'hôtel. Et c'est ça, on a fait le meilleur de notre côté avec la collaboration bien sûr avec le ministère. Le fait pour la Guinée de posséder des attraits touristiques, doublé de la générosité de sa population et de la diversité de sa culture, constitue un autre atout majeur pour la réussite de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, dont les travaux débutent demain, lundi, ici, au Palais des Nations. Alors c'est calé pour les hôtels, ça l'est presque pour le Palais des Nations qui accueille les 3 jours de réunion. Jusqu'à ce soir, les travaux se poursuivaient. Il s'agit des derniers réglages avant le coup d'envoi demain matin du 40e CMAE. François Marat. Des dernières couches de peinture, des affiches qui annoncent les couleurs de l'OCI, des artères publiques libérées, des couches de bitume sur quelques voiries urbaines. Bref, Conakry fait sa grande toilette pour réserver à ses hôtes un environnement propice. Du côté de l'aéroport, la statuette symbolisant l'hospitalité guinéenne change de tenue. Des voitures et motards en ligne pour le transport des invités. Ici, au Palais des Nations, pas une minute à perdre pour ces ouvriers qui s'activent à boucler les travaux d'installation et de maintenance avant l'eau. On est là depuis plusieurs jours, on travaille 24 heures sur 24, les équipes tournent. Donc il n'y a aucun souci, tout sera prêt avant demain matin. La tenue de ce 40e sommet à Conakry mobilise plus de 800 invités. Une autre ouverture de la Guinée. Les drapeaux seront totalement hissés demain lundi. Ils étaient en berne depuis vendredi. La Guinée a observé 3 jours de deuil national suite à la mort de Nelson Mandela. Des hommages continuent d'être rendus à cet illustre disparu. Nuit de partage hier autour d'un film sur la vie de Madiba, commenté par Saint-Martin Francine Adouno. Le gouvernement guinéen continue de rendre hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid. Représentants des missions diplomatiques à Conakry, membres de la compagnie Unicon et travailleurs de l'hôtel Palm Kamayend sont aux côtés des autorités guinéennes et sud-africaines pour magnifier les œuvres de Madiba. C'est que Nelson Mandela, c'est une référence mondiale à un niveau des droits des hommes et aussi comme promoteur de la paix au niveau mondial. Donc notre compagnie Unicon, on a une liaison très forte avec l'Afrique. On a décidé de montrer le respect et toute l'humanité le doit à cette dame. Il a marqué le cheminement politique de son pays, de l'Afrique au nord et du monde entier. Il a marqué également l'histoire de la Guinée dans la mesure où il a séjourné en Guinée, dans la mesure où la Guinée a collaboré à la libération, à sa manière, avec ses moyens, à la libération de l'Afrique du Sud, comme d'autres peuples opprimés et colonisés. Ça pouvait même toujours peut-être une parcelle du continent africain sous le joug colonial. Les Guinéens ne pouvaient pas se sentir libres, et je crois que c'était dans la logique de son engagement. Et donc, pour la Guinée, c'est un peu un groupe de la Guinée aussi qui a disparu. Le président l'a si bien senti en disant que c'était un baobab qui s'était couché et que c'était le symbole de la dignité. De Madiba, à l'âge de 95 ans, le monde entier, associé à sa famille, célèbre l'esprit libre d'un homme qui a réussi son combat pour la liberté et la fraternité. On sait que Nelson Mandela, il n'a pas été seulement pour l'Afrique du Sud, il a été pour tout le monde et toute l'humanité. Il a lutté pour la paix, la liberté et l'unité de toute l'humanité. On doit dire qu'il n'est plus avec nous, mais son héritage, il va rester avec nous toujours. Des moments pleins d'émotions et de grandeur pour l'Afrique, particulièrement pour la Guinée, qui garde de bons souvenirs de Nelson Mandela dans le renforcement des liens de coopération entre l'Afrique du Sud et notre pays.
Autre hommage s'est lui rendu à Madiba par le gouverneur du district 403A1 de Lions Club International, Georges Gandhi Faragé Tunkara. Salue un homme exceptionnel qui a changé le cours de l'histoire. Il est au micro de Moussa Bangora. Au lendemain de cette triste, terrible, douloureuse nouvelle qui nous est parvenue, annonçant le rappel à Dieu de Nelson Mandela, grand combattant de la liberté, artisan de paix, apôtre de la non-violence, de la justice, de l'égalité, de la fraternité. Les Lions de Guinée se joignent à moi pour traduire toutes leurs émotions, toute leur douleur pour la disparition de cette icône, pour la chute de ce baobab, pour la fin de rugissement de ce lion. Le monde entier continue de lui rendre hommage, notamment la Palestine où il est passé en 1999 exprimer tout son soutien à Yasser Arafat pour la création d'un État palestinien. Aujourd'hui, 3 jours après sa mort, Nelson Mandela est cité en exemple dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Suivez. Nulle part au monde, la mort de Nelson Mandela n'aura laissé quelqu'un indifférent et surtout pas au Proche-Orient. Ces portraits illuminés de bougies ont été installés par les Palestiniens, place de la Mangeoire à Bethléem, un peu comme une lueur d'espoir de voir son legs spirituel atteindre la région. Le dirigeant sud-africain s'y était rendu en 1999 et avait renouvelé à l'époque son soutien au combat de Yasser Arafat pour doter son peuple d'un État. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas, le président palestinien en Cisjordanie, et Ismail Haniyeh, premier ministre du Hamas à Gaza, ont tous les deux rendu hommage aux combattants pour la liberté du peuple sud-africain. L'occasion pour Washington, confronté au casse-tête des négociations entre Israéliens et Palestiniens, d'appeler solennellement les deux irréductibles ennemis à suivre l'exemple d'un homme exceptionnel. Mandela était étranger à la haine. Il rejetait les récriminations, leur préférant la réconciliation. Il savait que le futur exige de dépasser le passé. Pensez seulement aux leçons qu'il a données au monde qui prennent une signification particulière en ce moment de l'histoire. Il disait « Cela semble toujours impossible » jusqu'au moment où c'est fait. Avant son départ pour les obsèques de Mandela, Barack Obama avait dans le même esprit et devant le même public israélien réaffirmé sa volonté de régler pacifiquement une autre menace dans la région. Mon objectif, en tant que président des États-Unis, est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Mais ce que j'ai également dit, c'est que le meilleur moyen d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, c'est un accord diplomatique global et transparent, sans retirer aucune option de sur la table au cas où nous échouions. Il appartient désormais aux acteurs proche-orientaux de dire s'il s'agit de vœux pieux ou si l'impossible peut encore advenir. Un projet de réalisation de 4 mini-centrales hydroélectriques est à l'étude actuellement. Le ministère d'État à l'énergie vient de présenter le document de faisabilité. 4 mini-centrales, une sorte d'équilibre électrique dans les 4 régions naturelles. Nabi Kamara. Guinéens se prépare à doter le pays de 4 mini-centrales hydroélectriques. Elles sont prévues sur les sites de Daboya à Kindia dans le système Samon pour la Basse-Guinée, le Touba à Oreyume à Gawa la Moyenne-Guinée, le Kobedou sur le fleuve Milo en Haute-Guinée et Zegbela sur le fleuve Nyani entre Massanta et Nzerekouré pour la Guinée forestière. Le département en charge de l'énergie vient de passer en revue le rapport provisoire de faisabilité pour l'étude d'avant-projet en vue de convenir sur tous les aspects liés à la réalisation de ces mini-centrales hydroélectriques. Pour sortir des centrales thermiques, profiter de ce que la nature nous a donné. Et il est plus facile de se faire aider dans ce sens que les grandes centrales. La société Tracbel Engineering GDF Suez, qui suit ses études de près, indique que les travaux proprement dits de ces mini-centrales
commence dans le deuxième trimestre 2014. La caractéristique principale de Daboya est qu'il s'insère dans un système existant, le Osamu, et l'eau qui sera turbinée par Daboya sera returbinée par Grande Chute notamment. Et donc la caractéristique principale du Bédou, c'est qu'il est situé sur le Nil, c'est un grand fleuve, donc il y a beaucoup d'eau, il y a également des rapides à l'aval dont on bénéficie. Et la principale caractéristique de Nzebela est qu'il est situé sur le Diani, c'est également un très grand fleuve et qui permettra de produire une quantité assez importante d'énergie. Pour Dr Cheikh Fali Sissoko, coordinateur du projet, ceci répond à la vision du président de la République qui veut faire un équilibre dans le développement énergétique en Guinée. Je vous le disais en titre, à Kankan, il y a un phénomène qui commence à inquiéter les citoyens, la qualité des travaux réalisés sur la voirie urbaine. Le bitumage vient à peine d'être fait, mais il commence déjà à se dégrader. Les canalisations sont mal faites et le tracé de certaines rues ne satisfait pas non plus les citoyens de Nabaya. Leur cri de cœur dans ce reportage de Ansouman Toumani Kamara. Et le confort de circuler, né de l'exécution du bitumage de la voirie urbaine de Kankan, ne seront que de courte durée. Ces travaux à peine réalisés sur 33 km commencent à se dégrader et les langues se délient sur leurs conditions d'exécution. Pour certains, l'entreprise guittière n'a pas l'expertise nécessaire pour des travaux de qualité. Pour d'autres, le bureau de contrôle BAEC n'a pas bien rempli sa mission. Ce n'est même pas formé. Les besoins commencent à se dégrader. Il ne s'est pas garanti. C'est mal fait. Certaines rues de 12 mètres ont été réduites à 6, alors que le parc automobile de la deuxième ville du pays connaît une croissance exponentielle. Voyez-vous, cette rue est devenue petite, alors que le schéma directeur de la ville de Kankan a tenu compte de l'évolution démographique. L'autre lacune constatée, c'est la mauvaise exécution des travaux de canalisation, ce qui du coup, selon certains Kankanais, aurait provoqué des inondations cette année dans certains quartiers de la ville. Je suis né dans ce quartier depuis 55 ans. C'est seulement cette année que les eaux ont envahi toutes nos concessions. De l'autre côté, des rues du centre-ville non prises en compte par ces travaux de bitumage sont aussi dans un état de dégradation très poussé. Autre temps fort de l'actualité nationale, la lutte contre les violences faites aux femmes. Le HCR et ses partenaires se mobilisent et viennent d'organiser une campagne de sensibilisation, 2 semaines de partage d'expériences pour mieux combattre cette pratique. L'idée, cette fois-ci, c'est d'impliquer les écoles dans la lutte. Habib Cham. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Au cœur de cette campagne initiée par le HCR, plus de 2000 réfugiés éprouvés par les crises sous-régionales. Vraiment, quand j'entends le mot violence, ça me fait mal. Parce que j'ai été déjà victime dans mon pays. Lorsque la guerre est arrivée, les gens sont rentrés chez nous. Je vis ici avec mon jeune frère depuis 2002. Mon mari est disparu, mon fils aussi. À Conakry, sur les 2190 réfugiés, 948 sont des femmes et des filles, soit 43%. Et nous avons pris comme stratégie en matière de GBV en 2013 et 2014 de réduire les risques de GBV et améliorer la qualité de la réponse. Et à cet égard, nous avons prévu d'animer des causeries débats. Basées sur le genre, plusieurs formes de violence sont enregistrées au quotidien dans les foyers et en milieu scolaire. Conscients de ces conséquences, les activistes se donnent le défi de combattre le fléau. Les élèves ou étudiants réfugiés, en particulier les filles et les jeunes femmes, sont souvent victimes d'exploitation, de violences, d'abus sexuels ou encore de la pratique du sexe de survie à cause de leur position de vulnérabilité ou de subordination. Dans cette lutte commune contre le SGBV, un accent particulier doit être porté sur l'implication des hommes et des garçons réfugiés. Lors d'une enquête, on a remarqué que 88% des femmes en forêt disent avoir été à un moment ou l'autre de leur vie victimes de violences basées sur le genre.
En Basse-Guinée, c'est 64%. Pour la ville de Conakry, c'est 57%. En Moyenne-Guinée, c'est 54%. En Haute-Guinée, c'est 51%. Lancée le 25 novembre, la lutte contre les violences basées sur le genre se poursuit jusqu'au 10 décembre. Il y a trop de cas qu'on voit, mais on avance, mais ça n'arrive pas jusqu'au bout. Comme cette réfugiée, plusieurs victimes ont déjà le cœur brisé par les affres de la guerre et d'autres formes de violence. Troisième titre de l'actualité ce soir, les préparatifs de la journée internationale des droits de l'homme. Amnesty International s'intéresse aux personnes dont les droits sont bafoués. L'institution va organiser 5 jours d'activités dans ce sens. À Conakry, ces activités ont commencé par un marathon. Reportage Adia Toubari, Abdul Karim Kamara. Ils sont au nombre de 38 marathoniens, dont 3 filles à prendre le départ au rond-point de Hamdalaï, destination l'université Kofi Annan. C'est dans le cadre du lancement officiel de la campagne intitulée 10 jours pour signer des pétitions. Amnesty International entend ainsi atteindre ses objectifs. C'est à cette occasion que Amnesty International a décidé de lancer 10 jours pour signer cet événement qui s'appelle donc Marathon des signatures, donc qui dure du 6 décembre au 16 décembre pour faire signer des campagnes d'action sur les défenseurs des droits humains qui sont emprisonnés ou des journalistes qui sont emprisonnés. La Guinée est membre signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Depuis l'avènement de la Troisième République, l'État s'est doté d'un département des droits de l'homme et des libertés publiques. Mais les défis sont encore nombreux. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée a été créé un département en charge des droits de l'homme et des libertés publiques. Mettre la question des droits de l'homme au centre de notre processus de démocratisation et de développement socio-économique. Car, et vous en conviendrez avec moi, l'histoire sociopolitique de notre pays a été tristement marquée par des violations graves des droits humains, impactant ainsi durablement tout le schéma de représentation socio-culturelle et politique. Oui, bien sûr, créer un ministère des droits de l'homme ne suffit pas à elle seule pour garantir les droits de l'homme. Des thèmes comme l'immigration, culte et droits de l'homme ont été débattus par des conférenciers. Amnesty International présente dans plus de 150 pays contre mettre fin à certaines formes de violation des droits humains. Enfin, Renault Trucks a de nouveaux produits, toute une gamme de véhicules récemment présentés à Conakry. L'objectif est de soigner l'image du groupe Renault ainsi que les pièces de réchange de cette vieille marque. Martin Francine Adouno. C'est une première en Guinée. Renault Trucks, l'une des plus vieilles marques d'automobiles au monde, mène une offensive commerciale. Avec son partenaire TGH Plus Industrie, ce groupe présente aux clients, promoteurs et chefs d'entreprise, ces solutions professionnelles dédiées aux activités de transport routier. C'est une nouvelle gamme d'hydrocarbures, de machines, de mines, d'industrie et de BTP en Guinée. Cette retrouvaille d'aujourd'hui, c'est faire participer Renault Trucks à travers TGH Plus Industrie à l'appel de la Guinée pour que notre pays, autant que le Nigeria, autant que l'Afrique du Sud, autant que le Maroc ou l'Égypte, soit connu avec une image positive d'un pays qui tend aussi à se développer. Nous avons un outil de travail qui est adapté aux professionnels guinéens. Donc leur décision sera basée sur la robustesse de notre camion, sur l'accès à notre financement et sur surtout le service après-vente. Renault Trucks et TGH, Transport guinéen d'hydrocarbures, mettent au service des clients une gamme variée de véhicules conçus pour le transport régional. Aujourd'hui, nous mettons à la disposition des Guinéens 3 produits. Le premier donc, est un Midlum, qui est un véhicule allant de 13 tonnes à 18 tonnes, un véhicule porteur. Un Lander, qui est un véhicule longue distance sur des routes plutôt correctes, ainsi qu'un véhicule donc Carax, celui qui est exposé notamment donc, en face de l'hôtel, qui est le véhicule aujourd'hui le plus demandé par nos clients, notamment de par la robustesse de son véhicule, mais également par sa grande garde au sol. Notre objectif premier est surtout de pérenniser aujourd'hui nos parts de marché qui sont très importantes. La partie moteur, Renault Trucks, maintenant, c'est un symbole de solidité. De camions qui passent partout, sur toutes les routes, même les routes les plus difficiles. Et c'est aussi un gage de confiance
d'une relation économique toujours plus forte pour les années à venir. Après la projection d'un film sur l'historique de Renault, son évolution et les innovations avec Renault Trucks et TGH+, transport guinéen d'hydrocarbures, les autorités ont émis le souhait de voir ce groupe créer bientôt en Guinée les unités de fabrication de toutes ces gammes de véhicules. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.